Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir ce colloque. Et c'est toujours un plaisir également de parler des Lumières et des femmes des Lumières. Je vais brosser le portrait très très rapide de trois femmes qui nous permettent de suivre l'évolution du sort des femmes au cours du siècle. Et puis je vous proposerai quelques conclusions. Voilà. Alors, ça pourrait s'appeler Émilie, Angélique et Manon au temps des philosophes. Émilie, c'est évidemment Madame de Breteuil, marquise du Châtelet. Et je dirais qu'au XVIIIe siècle, c'est une des rares femmes, très rares femmes, qui a la qualité d'un philosophe. Elle a une éducation très soignée, elle échappe au couvent, son père lui apprend le latin, elle parle 3 langues, mais elle danse, elle joue du clavecin, etc. Mais surtout, ce qui est original, c'est qu'elle s'intéresse aux sciences. Elle va suivre les cours de Maupertuis, plus tard de Clairaut, et elle a une œuvre scientifique qui est véritablement une œuvre scientifique reconnue. Elle s'intéresse en plus à tout ce qui est la vulgarisation. Et c'est au titre de la vulgarisation du newtonisme que sa relation avec Voltaire est un des grands moments de sa vie, et je dirais aussi un grand moment du siècle. Elle s'intéresse aussi à la vulgarisation et elle est prête à traduire le charmant ouvrage d'Algarotti, Le newtonisme pour les dames. Honnêtement, ça ne peut être qu'un ouvrage du XVIIIe siècle. C'est charmant. C'est tellement charmant d'ailleurs qu'elle finit par trouver que ce n'est pas très sérieux. Et elle écrit au duc de Richelieu « L'amour d'un amant qui décroît en raison du carré des temps et du cube de la distance me paraît un peu difficile à digérer. » Donc ce n'est pas elle qui traduira Algarotti, mais elle l'invite à Siret et évidemment il y a des échanges très intéressants. C'est également elle qui fait une présentation de Leibniz dont on estime qu'elle est la meilleure pratiquement de tous les temps. Alors, je suis radicalement incompétente sur la question, je ne fais que rapporter ce que l'on dit. Mais évidemment, elle est surtout connue pour sa traduction de Newton, les Principia Mathematica. Alors, non seulement elle traduit Newton, mais elle se fait aider par Clairaut, et à eux deux, ils font 1,5 volume de traduction et un demi-volume de commentaires. Ils refont tous les calculs, ils reprennent toutes les hypothèses, et c'est un ouvrage qui a vécu au moins jusqu'au XXIe siècle et qui est encore de nos jours utilisé. Donc c'est vraiment un ouvrage de traduction absolument remarquable, avec des éléments d'invention qui ne sont pas négligeables. Voilà pour l'œuvre scientifique de Madame du Châtelet que je développerai par écrit. Je vous épargne les monades et toute une série de subtilités mathématiques. Je voudrais surtout insister sur la femme. Or, la femme, elle est aussi exceptionnelle par la relation qu'elle entretient avec Voltaire. C'est véritablement un couple. Elle est mariée, évidemment, mais ça n'a pas d'importance. On est au XVIIIe siècle. L'empereur n'aurait sans doute pas apprécié. Mais elle vit cette vie conjugale avec Voltaire, qui, dans sa correspondance, écrit toujours « ma femme ». Et l'égalité entre eux dans le travail, notamment évidemment quand Voltaire s'intéresse à Newton, mais même par la suite. Et il dit qu'il est le premier des Émiliens. Donc, Émilie règne sur ce monde philosophique. Alors, ils ne sont pas toujours tout à fait d'accord. Ils écrivent tous les deux pour l'Académie sur le feu. Bon, les deux mémoires ne sont pas retenus, mais ils sont tout de même publiés. Et Émilie travaille en cachette. Mais il ne lui en veut pas quand le nom du candidat qui était resté clandestin apparaît et qu'il s'aperçoit que c'est sa femme. Alors, ils ont des moments difficiles.
je parle sur le plan intellectuel, ils ont des moments difficiles, notamment à propos de Leibniz. C'est la grande époque du combat entre les cartésiens et les newtoniens, et Madame du Châtelet, qui n'a peur de rien, réintroduit Leibniz dans le débat scientifique, et donc du coup se trouve à la fois attaquée par les cartésiens et par les newtoniens, ce qui était une situation difficile. Et là, Voltaire n'est pas content, parce qu'évidemment, lui, c'est l'introducteur de la pensée anglaise, et retrouver cet Allemand, dit-il, qui n'est pas, de son point de vue, assez dégagé de la religion, ils ne sont absolument pas d'accord. Et il reste en contact avec tout un tas des ennemis, entre guillemets, de Madame du Châtelet. Et comme on lui reproche de ne pas prendre position, il répond qu'il est tolérant et que si sa femme voulait aller au temple, il la laisserait aller. Donc bon, puisqu'elle veut défendre Leibniz, qu'elle défende Leibniz. Mais dans sa correspondance privée, il est un peu plus sévère et il trouve que vraiment Émilie exagère. Il est tellement émilien qu'il accepte évidemment le partage, comme Monsieur du Châtelet, et notamment le partage avec Saint-Lambert. Et Saint-Lambert fait un enfant à Madame du Châtelet. Et je vais prendre le temps de vous lire le compte-rendu de la naissance de cette fille. Madame du Châtelet était à son secrétaire à 2h après-midi, selon sa louable coutume. Elle dit en griffonnant Newton, mais je sens quelque chose. Ce quelque chose était une petite fille qui vint au monde beaucoup plus aisément qu'un problème. On la reçut dans une serviette, on la disposa dans un grand in-quarto et on fit coucher la mère pour la forme. Donc là, on a vraiment la description d'une naissance tout à fait mathématique. Donc nous sommes en présence apparemment d'une réussite totale. Réussite intellectuelle, réussite humaine, puisque non seulement son mari est complaisant, mais son amant aussi, et que donc elle peut avoir autour d'elle ces trois personnages. La réalité est moins souriante, et c'est ce que je voudrais développer devant vous. Et c'est à partir d'une note du livre d'Elisabeth Badinter qui m'a toujours absolument, je dis le mot, révulsée. Donc voilà la note et voilà ce que j'en pense. En scène de Saint-Lambert en 1748, elle réussit, avec l'aide de Voltaire, à convaincre son mari de la rejoindre à Cirey. Les deux époux n'avaient pas passé de nuit ensemble depuis 15 ans. Le marquis fut surpris mais ravi. 15 jours plus tard, la marquise lui annonça une prochaine naissance. Voltaire fit donner une grande fête. Alors évidemment, on peut présenter ça comme ce 18e léger, où tout est finalement facile. Mais moi, ce mari, est-il complaisant à ce point? Est-il trompé? Est-il manipulé? Et puis, finalement, les deux grandes intelligences que sont Voltaire et Madame du Châtelet, intrigants pour faire endosser une naissance illégitime au pauvre marquis. Alors, peut-être est-ce l'influence d'une pensée 19e qui m'a saisie, mais je ne trouve pas ça très bien. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une humiliation pour les uns et pour les autres. Donc, je pourrais dire que Madame du Châtelet a vécu en philosophe, mais qu'elle est morte en femme. Et c'est ce qui me permet d'aborder Angélique, puisque Angélique est une date importante dans l'histoire de l'obstétrique. C'est évidemment Angélique du Coudray qui invente ce mannequin extraordinaire qui représente le bassin d'une femme et un fœtus, puis un nourrisson prêt à naître. Et grâce à cette machine, elle va former 5000 accoucheuses au XVIIIe siècle.
C'est un cas tout à fait intéressant. On n'est pas du tout dans l'aristocratie, on est dans un milieu de médecins. Elle a fait ses études de sage-femme à l'Hôtel-Dieu et elle a eu une pratique dans la noblesse à Paris. Elle commence... Parce que ce qui me plaît chez Madame Ducoudray aussi, je l'avoue honnêtement, c'est qu'elle aide les femmes, mais en même temps, elle gagne beaucoup d'argent. Et qu'elle est un chef d'entreprise, je vous dis que maintenant on dit une chef d'entreprise, pardon, tout à fait compétente. Donc, elle rejoint son Auvergne natale en 1754 et elle dit qu'il faut former les accoucheuses parce que ces femmes, les matrones, sont totalement ignorantes et qu'il est important d'arrêter le massacre des innocents. Elle s'appuie sur l'administration royale. Elle a des brevets, je vous épargne les dates, de Louis XV, qui lui donnent une pension de 8000 livres. Et elle parcourt la France pour enseigner aux matrones comment accoucher grâce à cette machine extraordinaire. Et puis, elle écrit un abrégé de l'art d'accoucher. Et c'est un texte où elle se justifie d'écrire, parce que malgré tout, une femme, ce n'est pas nécessairement une écrivaine. Et elle dit, c'est la seule compassion qui m'a rendue auteure. C'est la compassion, et puis c'est également, et pour cela elle est bien XVIIIe siècle, la passion de l'éducation, de la formation. Ces matrones, il faut les former. Et elle a un discours qui est un discours bienveillant à l'égard des femmes qui accouchent, même les filles, c'est-à-dire les femmes non mariées. Elle a un discours de compassion et de bienveillance. Et ce qui est tout à fait... Alors, quel est le soutien de l'administration royale? Ce n'est pas du tout étonnant. Le roi a besoin de sujets. On est persuadé que la démographie s'effondre et produire des sujets au mieux pas boiteux, pas déformés par des naissances très, très, très douloureuses, c'est mieux. Mais il y a tout de même une église très importante et il y a tout de même Genèse 3,16 avec cette notion d'enfanter dans la douleur. Donc, à ma grande surprise, Madame Ducoudray n'a pas de problème avec l'Église. Elle n'a pas de problème avec l'Église, d'abord parce qu'elle est très respectueuse. Quand elle arrive dans une paroisse, elle va d'abord voir le curé et elle insiste sur les pratiques du baptême, de l'ondoiement. Elle est parfaitement irréprochable. Et puis aussi, il y a parmi les médecins et parmi une partie de l'Église, il y a aussi encore des gens qui refusent que des hommes accouchent des femmes. Donc, qu'une sage-femme forme des matrones et que cette activité reste dans les mains des femmes, c'est évidemment quelque chose qui est favorisé par l'Église et favorisé par un certain nombre de médecins. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de l'inénarrable Ecquet, qui est, alors je le connais parce que c'est un janséniste, et Ecquet est un des derniers à refuser les accoucheurs, à minimiser les morts à la naissance, et évidemment c'est au nom du scandale du toucher, qui est le sens le plus horrible, et c'est au nom de la lutte contre la concupiscence et pour la pudeur des femmes qu'il refuse l'intervention des chirurgiens. Alors que je vous rappelle, pour l'accouchement de la Vallière, Louis XIV avait déjà fait appel à un accoucheur. Et il a cette phrase absolument extraordinaire. Le seul moment où un chirurgien peut intervenir, c'est quand vraiment ça se passe mal, qu'il faut, dit-il, couper, arracher. Et dans ce cas-là, il admet, et je pense que nous serons tous d'accord, que la concupiscence n'est pas à l'ordre du jour. Mais Ecquet est l'un des derniers, à défendre aux hommes d'accoucher les femmes. Les accoucheurs se développent, mais curieusement, certains vont suivre Madame Ducoudray et d'autres pas.
Et ce qui est intéressant, c'est que si Madame du Coudray s'entend bien avec l'Église, elle s'entend assez mal avec les philosophes. Et elle est absente de l'encyclopédie. Et en 1789, on essaiera d'arrêter ses activités sous prétexte que c'est une fille, entre guillemets, qui joue avec des poupées. Mais heureusement, les intendants sont là, la machine administrative est là, et il n'y a pas de problème, elle peut poursuivre ses activités. Donc ça nous renvoie à Diderot, qui est un lecteur des médecins, des accoucheurs, et qui a cette phrase que tout le monde connaît. Heureusement, il a dit autre chose aussi, mais je vous la donne tout de même. La femme porte au-dedans d'elle-même un organe susceptible de spasmes terribles, disposant d'elle et suscitant dans son imagination des fantômes de toute espèce. Il n'y a donc pas de féminisme au niveau de l'encyclopédie, ni au niveau de Diderot. Et la spécificité de Diderot, c'est de lier la femme, elle est hystérique dans sa jeunesse et dévote dans l'âge avancé. Or, c'est en tant que dévote qu'elle inquiète Diderot, qui, dans son écrit sur les femmes, dit que, à cause de cet organe particulier, quand elles deviennent hystériques, ça donne soit les convulsions, et là nous retrouvons Riquet qui ne croit pas au sens miraculeux des convulsions, soit Sainte Thérèse d'Avila, qui met Diderot place sur le même plan. Donc la femme est suspecte à cause du vagin, et la femme est suspecte parce qu'en plus, elle est proche de l'Église et du prêtre. J'arrive à ma dernière femme, sur laquelle je vais aller plus vite, mais c'est évidemment Manon, c'est Manon Roland, mais Manon Philippon, parce que je ne vais m'occuper que de sa jeunesse. Alors, elle est dans un milieu petit bourgeois, son père est maître graveur, donc elle a une éducation, elle passe au couvent, mais pas seulement, on les lui laisse lire un peu tout ce qu'elle veut, et elle a une très bonne formation. Elle est hétéroclite, hein, mais quand même très, très développée. Elle lit plus tard qu'à 8 ans, mais ne découvre la nouvelle Héloïse qu'à 21 ans. Ceci dit, c'est évidemment la nouvelle Héloïse, c'est Rousseau qui transforme sa vie. Alors, pour, beaucoup de femmes, comment une femme féministe qui va s'engager dans la Révolution peut-elle accepter le modèle féminin de Rousseau? Si l'Émile, c'est une éducation sans péché originel, Sophie, c'est la contrainte incarnée. On doit lui apprendre à se soumettre, à obéir. Il n'est pas vraiment nécessaire pour elle de lire, un petit peu. Enfin, disons que Sophie, selon Rousseau, ça ne change guère de l'éducation des femmes dans la période moderne. Mais que retient Manon de Rousseau? Elle retient une seule chose, c'est ce que j'appelle le choix de Sophie. Évidemment, Rousseau donne à Sophie le droit de choisir son mari. Et c'est ce que va pratiquer Manon, qui refuse absolument tous les partis qui lui sont proposés. J'arrive donc à ma conclusion, et j'espère être dans les temps, parce qu'on m'a dit qu'ici, il fallait respecter mes temps. Donc j'ai sabré beaucoup de choses que, je l'espère, vous pourrez retrouver par écrit. Que puis-je conclure momentanément de ces portraits féminins à peine esquissés? Eh bien, d'une part, que l'État, par choix régalien, l'État impose une transformation de la naissance, puisqu'il faut des sujets pour le roi, il faut des âmes pour l'Église, d'accord, mais enfin ça peut attendre un peu. Il faut d'abord des sujets pour le roi, et les curés, très généralement, suivent ces consignes en oubliant un peu Genèse 3,16. La révolution des mœurs à la fin du siècle, avec ce qu'on appelle le rousseauisme, c'est un terme diffus, mais la réalité était diffuse également. La révolution à la fin du siècle, c'est le choix de Sophie, c'est-à-dire que la femme peut choisir l'époux et ils font un couple qui s'intéresse à leurs enfants.
Mais le changement, la révolution juridique, c'est la Révolution française. En 1790, les femmes peuvent hériter. On supprime le droit d'aînesse. Jane Austen n'aurait rien à écrire en France, enfin, au XVIIIe siècle. Parce qu'après, avec Balzac et la vieille fille, il y a beaucoup de choses à dire. Le mariage civil en 1792, sans consentement paternel obligatoire, c'est évidemment une étape déterminante, ainsi que le divorce. Ces femmes passent de l'autorité des pères à l'autorité des maris et à l'autorité des frères. Évidemment, ça peut leur attirer quelques ennuis quand la société de fraternelle devient fratricide. Et quand Manon passe sous l'échafaud, on lui reproche dans le Moniteur d'avoir voulu être une femme savante. Les femmes au XVIIIe siècle sont-elles des philosophes? Y a-t-il vraiment des femmes philosophes? Je dirais qu'il n'y en a qu'une. Bon, moi, je mettrais Madame de Staël, mais je voulais prudemment abandonner. Il n'y en a qu'une dans mon panorama, c'est Émilie. Et comme Madame de Staël, au début et à la fin du siècle, ce sont des femmes européennes qui transmettent l'Angleterre, l'Allemagne, Newton et Kant en France. Alors, je citerai Voltaire, et j'aurai juste une minute que je vous demande. Voltaire qui dit, à la mort d'Émilie, « J'ai perdu un ami de 25 ans, un grand homme, qui n'avait de défaut que d'être une femme. » Donc c'est en m'appuyant sur Voltaire que je vous dirai que l'homme des Lumières n'est pas une femme.